arriver qu'il y a des coïncidences aussi. Qu'il y a des coïncidences qu'on est très sensible à ces choses et ça veut dire que c'est la confirmation que nous avons bien prédit quelque chose. J'ai une question par rapport au modèle, mais je parle fort. Oui, c'est okay. pour toi. Pour le modèle que tu as montré entre le parahippocampique avec temporal puis le frontal qui va dire non, attention. Est-ce qu'il y a des études temporelles, est-ce qu'il y a de la connectivité qui montre que ça se passe comme ça? Est-ce qu'il y a des études? Parce que c'est, tu vois, est-ce que ça montre il y a une temporalité des choses? Oui, alors pour la partie, alors les meilleures études sont bien les études avec les patients épileptiques où on a des électrodes dedans. Oui, alors pour la partie décharge, familiarité par hippocampe vers l'hippocampe, remémoration, ça c'est bon. Là, on a des études qui montrent ça. Pour le réseau qui est plus grand, ça veut dire le lien avec le préfrontal, beaucoup des études IRM dans la métacognition, mais pas, et l'étude d'Akira que j'ai montrée, qui montre qu'il y a cette surveillance de ce qui passe en bas niveau, mais pas avec une connexion temporelle comme ça. Oui, oui. C'est quelque chose à vérifier. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a effectivement une différence entre ceux qui ont oui. ou ils n'ont pas? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas agir oui. si c'est ça que ça se passe? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas ouais. TMS oui, ou oui. autres qui peuvent modifier cette connectivité? Tout à fait, oui. C'est intéressant. Ouais. En fait, pour ces dynamiques, il y a bien sûr beaucoup des études comportementales avec les temps de réaction, mais très très peu au niveau du cerveau. Oui, d'accord. Merci. Oui. Deux questions. Tu peux juste en raconter vite fait. On a 2 temps? On n'a qu'un seul jour. Vous parlez okay. Bon. Je vais faire dans l'ordre de montée. Merci. Ouais, merci pour ces superbes présentations. Et en ce qui concerne le modèle, si on l'extrapole un petit peu, il pourrait faire qu'on ait déjà vu vraiment très souvent. Or, c'est pas si souvent que ça. Et donc, ça a l'air d'être quand même lié à un état cognitif ou à un état de conscience spécifique. Et donc je me demande si on peut vraiment induire un déjà-vu et est-ce que certaines personnes arrivent à se mettre volontairement dans des situations de ressentir les déjà-vus, parce que l'expérience avec les mots et le sommeil, les participants ils ont la sensation de familiarité, il y a la sensation de conflit, mais ils n'ont pas un vrai déjà-vu au sens de ce qui est habituel, quoi. Donc est-ce que dans le modèle il manque pas ce truc en plus de l'état cognitif qui fait qu'il y a... C'est une super question. En fait, c'est un de nos reviewers pour l'article BBS. Il a dit exactement la même chose et plusieurs commentaires ont noté la même chose. Ça veut dire, la chose, vous avez fait un tour de toutes ces choses. C'est un peu, il y a la surprise, il y a le fait que c'est pas fréquent et il y a aussi cette idée que c'est ce que nous avons généré au labo, ce n'est pas comme dans la vie quotidienne. Pour ça, je suis 100% d'accord que, en fait, nos participants même, nous avons maintenant l'habitude de demander à quel point c'est similaire au déjà-vu qu'on va créer, qu'on va expérimenter dans la vie quotidienne. Et en fait, on a des expériences qui sont en moyenne très faibles au labo et très fortes dans la vie quotidienne. On a fait des comparaisons de ces choses. Alors, je suis d'accord. Pour la fréquence, en fait, notre modèle BBS, c'est basé sur les seuils. Et en fait, c'est la même question pour les souvenirs involontaires. Pourquoi on n'a pas tout le temps les souvenirs involontaires? Parce qu'on sait bien que, comme j'ai dit, le système mnésique est organisé pour détecter la familiarité partout. Mais en fait, ça ne déclenche pas le rappel des souvenirs. Et on a beaucoup plus des souvenirs involontaires que le déjà-vu. Et nous pensons que, en fait, le déjà-vu, c'est un souvenir involontaire où il n'y a pas suffisamment d'activation pour récupérer les informations. Ça veut dire que c'est vraiment un modèle basé sur la détection de signal avec un seuil. Et dès qu'on dépasse ce seuil, on a la sensation de familiarité. Si il y a un petit peu plus d'activation, on va récupérer un souvenir involontaire. Et ces choses sont infréquentes parce que la plupart du temps, ces choses sont contrôlées. Ça veut dire qu'il y a
un processus de haut niveau qui bloque ces choses qui arrivent dans la conscience. Mais en fait, c'est pour ça, probablement, nous avons plus de déjà-vu quand nous sommes fatigués, par exemple. C'est parce qu'il y a un manque de contrôle de ces choses. Sinon, pour être honnête, c'est un peu difficile d'expliquer le fait que le déjà-vu, c'est pas très fréquent parce que selon le modèle, ça peut juste arriver dès que nous avons une familiarité qui est fausse. Mais pour l'expliquer, oui, on fait appel à un système de seuil qui était déjà publié que ça existe comme ça dans les souvenirs involontaires et nous avons prêté exactement le même mécanisme. Mais c'est une bonne question. J'ai besoin de travailler plus sur ça. Merci pour cette présentation. Avec ma collègue Sabrina, on avait la même question. Au début, vous avez dit que le déjà-vu n'existait pas chez les souris. Et on voulait, si vous pouviez argumenter un petit peu ça, pourquoi on n'aurait pas de déjà-vu chez les rats et les souris? Comment est-ce qu'on peut, du coup, le valider? Est-ce que c'est parce que c'est un problème de métacognition et que vous pensez que les rongeurs n'en ont pas? Enfin, voilà. Oui. Alors, c'était une proposition provocatrice. Oui, et juste parce que je trouve que ça sera bien de mettre en évidence qu'il y a vraiment ce système d'interprétation qui existe chez les rongeurs. Et en fait, c'est là mon hypothèse. Je serais ravi si on trouve la même chose chez les rongeurs. Mais pour moi, en fait, on est focalisé surtout sur, par exemple, le processus de pattern matching.